comme j'ai eu à, on va dire, me battre dans mon passé, ben en fait, aujourd'hui, un obstacle, pour moi, c'est pas un obstacle. Hola tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Mot pour Mot. On est là aujourd'hui pour cet épisode 7 avec Valériane qui va se présenter juste après. Valériane qui est une ancienne collègue que j'ai côtoyée il y a de nombreuses années ici sur Toulouse et que je retrouve après quelques années mais pour parler d'elle, de son parcours, de son évolution. Et il y a beaucoup de choses à dire. Salut Valériane, et ben on a fait le chemin inverse. Hein. T'es parti sur Bayonne et je suis revenu sur Toulouse. Comment tu vas? Yes, c'est ça. Du coup, moi, c'est Valériane, j'ai 32 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais beaucoup de sport en plus du coup de mon parcours professionnel. Ouais, un parcours professionnel du coup qui a bien évolué, beaucoup de décisions fortes hein, à faire, beaucoup de choix, t'as beaucoup bougé aussi. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Yes. Tu vas parler de tes passions et de comment tu t'es révélée pour être celle que tu es maintenant, quoi. Valériane, du coup, quand ta vie a commencé à l'époque, hein, tu es née où? Qu'est-ce que tu as fait? Comment s'est déroulé un petit peu ton enfance? Mais du coup, moi, je suis née sur Paris, Paris Ok, 14e. Après, quand j'ai eu 6 ans, mes parents ont décidé de déménager dans le sud, donc vers Montauban. ok, C'est pas très loin de Toulouse, mais c'est un peu plus au nord. J'ai grandi là-bas. Après, quand j'ai eu 15 ans, mes parents ont divorcé. Et donc, ma mère est venue s'installer sur Toulouse. Et donc, c'est là où, en fait, j'ai déménagé avec elle sur Toulouse. Et j'ai fait toutes mes études. J'ai grandi là-bas. Voilà. Après, concernant mon enfance, c'était une enfance un peu compliquée, ouais. surtout l'adolescence. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé globalement pendant cette enfance et cette adolescence qui a été compliqué à vivre pour toi? Écoute, c'était, une enfance, on va dire, un peu, atypique. Mhm. J'ai appris, justement au moment du divorce de mes parents, donc quand j'avais 15 ans, Mhm. que mon père qui m'a éduquée et cetera, en fait, c'était pas mon père biologique. Donc D'accord. j'apprends le divorce de mes parents et j'apprends que mon père, c'est pas mon père biologique. Donc déjà, ça m'a fait, un gros choc, Mhm. sachant que du coup, sur cette enfance-là, voilà, j'ai été témoin de violences physiques, verbales, psychologiques, donc Mhm. des choses assez sympas. Et Ok, ouais. du coup, il faut se construire avec tout ça, quoi. Et donc là, j'arrive sur l'adolescence et j'en fais vivre un petit peu un carnage à ma mère parce que forcément, il y a des choses que j'ai du mal à digérer à ce moment-là. Oui, tu m'étonnes par rapport à ce que tu disais. Tu disais que tu en avais été témoin. Euh, Toi, t'as pas pu agir à ce moment-là. Tu t'es senti comment par rapport à tout ce que tu vivais et ces événements qui t'ont forcément marqué? C'est compliqué parce qu'en fait, déjà, j'avais une partie de la famille qui était un petit peu tenue au chantage, donc ils savaient ce qui se passait, mais ils pouvaient rien dire. Mhm. Et après, en fait, de toute façon, parce que moi, du coup, avec mon père, j'ai essayé d'avoir plusieurs discussions avec lui. Et quand j'ai essayé d'aborder certains sujets avec lui, c'était toujours mais non, tu te souviens pas, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais non, tu Mhm. confonds. Donc, du coup, il y a des moments où psychologiquement, tu te dis, en fait, ouais, je suis en train de Mhm. devenir folle, quoi. Mais non, 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 t'es pas folle. Mhm. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Et, euh, et voilà. Mais Ok. c'est pareil pour mon frère. Hein. Au final, mon frère, lui, il se souvient un peu moins de ces choses-là parce qu'il était un peu plus jeune. Mais il y a une fois, moi, j'étais en internat. Il a carrément appelé les flics en pleine nuit parce que du coup, ça tournait mal, quoi. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça. Ok, ça marche, très bien. Du coup, tu parlais de tout ce que tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu, ce côté où ton père il disait un peu, mais non, tu vois les choses différemment, hein, c'est bien ça. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, il noyait le poisson, c'est ça. Mais ouais, Et quand est-ce que tu as ouvert les yeux par rapport à tout ça, toi, au final? très tôt. Mm. Très tôt, je savais que ce qui se passait, c'était pas normal. Surtout qu'en plus, à l'école, on avait, justement, je pense que
à l'époque, ça s'appelait le bus bleu ou un truc comme ça, où du coup, en fait, on venait nous parler de toutes ces choses-là, etc. Donc ça, c'était au collège. Donc là, moi, en fait, au moment où j'ai ces interventions à l'école, là, je me dis, il se passe des choses qui sont pas Hmm. forcément normales. Normal. Et j'essaye d'en parler avec ma mère aussi. Hmm. Et où en fait, elle m'explique que... Enfin, moi, je me pose vraiment la question de, ok, je vois que ça se passe pas bien, c'est l'enfer, quoi, clairement. Et Hmm. pourquoi, en fait, t'acceptes ça? Pourquoi tu restes? Et ma mère, en fait, elle m'expliquait, bah, je fais ça pour vous, les enfants. Ouais. Et sauf que moi, j'étais vraiment pas d'accord avec ça. Je me suis dit, mais à quel moment elle nous rend service? Parce Hmm. que plus ça allait, plus ça s'escaladait. Hmm. Donc, c'était vraiment compliqué, quoi. En fait, moi, je pense que j'avais ma mère, bah voilà, en fait, elle s'était mariée avec cet homme, elle avait construit sa vie de famille, ils avaient acheté une maison ensemble et c'est un peu le conte de fées, quoi, Hmm. que à l'époque, beaucoup de femmes voulaient vivre. Et au final, bon, bah, c'était la grosse désillusion et je pense qu'elle n'arrivait pas à accepter ça. Après, là, aujourd'hui, avec du recul, il y avait quand même beaucoup de manipulation parce qu'elle a essayé de partir plusieurs fois. Hmm. Et souvent, de ce que j'en voyais, c'était oui, mais je recommencerai pas, j'ai changé, ça n'arrivera plus. Bon, euh, Tu on veux sait dire que ce genre de lui phrase. c'est lui qui disait ça? Ouais, Ok, ouais, ouais. d'accord. Hmm. Donc on sait que ce genre de phrase. Oui, oui, c'est très souvent c'est effectivement le syndrome de quelque chose qui sent pas bon sur le court ou le moyen terme dans tous les cas. Et Exactement. donc effectivement, oui, ça. Donc ta mère a réussi à se sortir de là quand même. Ouais, alors je sais pas vraiment ce qui a pu lui donner ce déclic-là. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y a une fois, elle a vraiment eu peur. Je pense que là, elle s'est dit, là, je vais mourir. Hmm. Et il y a eu aussi bah, moi dans l'équation, où à un moment Hmm. donné, elle s'est dit, bah, faut que j'arrive à protéger mes enfants. Donc je pense qu'il y a un tout qui a fait que elle s'est dit, bon, ouais, stop. Tu as des frères et sœurs, tu disais, tu avais une. J'ai un tu frère, as- Ok. c'est Même ça. âge que toi, plus petit, plus grand. Lui, il est plus jeune, ouais. On a Ok. 2 ans et demi d'écart. Ok. Vous en avez parlé un petit peu de ça déjà, toi? T'en as parlé avec lui? Comment il avait vécu tout ça, lui? Ben écoute, on en a enfin à ce moment-là, on en a jamais parlé. Hmm. Et puis sur le moment de l'adolescence, ben justement, ben il y a mes parents qui divorcent et moi en fait je fais le choix et je fais le choix explicite. Hein, je dis ben moi je veux vivre avec ma mère, je veux pas rester avec mon père. Et là en fait il y a une petite, je sais pas comment le dire, mais en fait là mon frère, je sens qu'il y a une incompréhension. Et du coup, à ce moment-là, justement, il m'en veut énormément. Il comprend pas pourquoi je laisse bah, mon père comme ça, que Hmm. je donne plus de nouvelles, que je m'éloigne. Hmm. Donc les retrouvailles, parce que du coup, en fait, avec mon frère, on se retrouvait un week-end sur deux, ou enfin un truc comme ça. Et du coup, bah, à chaque fois, c'était la guerre, quoi. À ce moment-là, c'était vraiment la Ouais. guerre parce qu'on se comprenait pas. Et je Ouais. pense que mon frère, il y a des choses qu'il a oubliées. Et donc, Ouais. justement, lui, c'était la grosse incompréhension à ce moment-là. Et puis, il voyait mon père souffrir. Donc, du coup, il le voyait pleurer, etc. Donc, c'était compliqué à gérer aussi, je pense. Et c'est là où tu vois peut-être la différence entre la relation mère-fille et père-fils. Toi, avec le recul, tu vois une différence par rapport à ça? Tu l'analyses comme ça? Oui, alors après, c'est vrai que ben, moi, dû à mon histoire, déjà, ma mère, on était très proches. Et je pense qu'elle a toujours essayé de me protéger. Et Hmm. ça, je pense que ça a créé un petit peu un fossé avec mon père. Je pense que c'est pour ça qu'il voulait pas que je sache que j'étais pas qu'il n'était pas mon vrai père, Hmm. parce Hmm. que pour pas que justement il y ait un fossé qui se crée en plus, vu que j'étais Ouais. très très proche de ma mère. Et après, bah, en fait, le truc avec mon frère, c'est que lui, c'est son fils biologique. Donc, D'accord. si tu veux, Ouais. forcément, Le lien est différent. le lien était différent. Et après, c'est pas du favoritisme, mais enfin, tu sentais qu'il y avait quand même un lien que moi, j'avais pas avec lui, quoi. Ouais, ouais. Ce qui peut s'entendre aussi, effectivement, avec Et les liens oui, biologiques. Ouais. c'est ça. Totalement. Ça marche. Du coup, tu as passé ce début de vie-là. Bon,
on a fait un bond sur certaines années, mais tu avais aussi ton parcours scolaire où à côté de ça, il fallait certainement avancer, il fallait faire sa scolarité, il fallait Mm. aussi penser à ses études. Comment s'est passée globalement ta scolarité? Quels étaient tes projets à cette époque-là? Est-ce que tu avais déjà des rêves d'enfant, une idée de ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Ouais, bah du coup, sur ma scolarité jusqu'au lycée, j'étais une très bonne élève. Hmm. J'avais toujours des super notes, etc. Enfin, voilà, mon brevet, je l'avais validé avant même de passer le brevet. Enfin, voilà, Ok. j'avais tous les nombres de points, etc. Euh, Après, oui, j'ai toujours eu des projets. Moi, j'ai toujours, à chaque fois que tu me demandais qu'est-ce que tu veux faire, alors j'ai voulu faire plein de métiers, hein, comme beaucoup. Je voulais être avocate, je voulais être coiffeuse. Ça Ouais. partait dans tous les sens. Donc voilà. Après, en fait, comme je faisais aussi du sport, je m'étais dit, bah pourquoi pas danseuse. Enfin, après, je sais que quand j'étais plus petite, mes aspirations au niveau des métiers, c'était vraiment plus dans le côté artistique. Donc, c'était Ok. danseuse ou actrice. Voilà, j'étais plus dans ce côté-là. Et Ouais. après, en grandissant, j'ai affiné, bien sûr, et je suis partie sur d'autres orientations. Mais ouais, petite, c'était principalement actrice. Ok. J'en rêvais. Et ça s'est effacé avec le temps ou au final, c'est quand même toujours resté pas très très loin de toi, ce côté artistique? Le côté artistique, au final, même si aujourd'hui, je le fais pas dans mon milieu pro, Mhm. il est toujours resté présent, Mhm. notamment par le sport que je fais. Je fais de la pole dance et du coup, Mhm. il y a ce côté artistique-là, il y a ce côté danse et du coup, je pense que c'est pour ça en fait que j'ai démarré aussi, Mhm. parce que du coup, je retrouve un petit peu ce côté-là. Ok. Et tu as aussi dans ce parcours, alors cette scolarité, on n'est pas encore totalement lancé dans le parcours pro, mais dans le parcours scolaire, il y avait déjà ce lien qui ressortait avec ta mère, ou si je me trompe pas, tu avais aussi comme objectif de travailler avec elle et pourquoi pas reprendre sa boîte, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, c'est vraiment les années fac. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai redoublé ma terminale. Ok. J'ai raté. Bon, en même temps, ouais, ça s'explique que je sortais beaucoup à cette époque-là. Donc j'ai raté et en fait le fait de rater, ben, ma mère elle m'a inscrite à des cours particuliers, etc. Donc j'ai bouffé des maths en veux-tu en voilà. Donc Ok. au final sur ma deuxième terminale et donc mon deuxième bac, je suis devenue de nulle à super forte en maths. Ok. Voilà. Donc ce qui m'a permis d'intégrer l'IAE qui est aujourd'hui la Toulouse School of Management Ok. et et en fait, là, j'ai commencé à partir sur un parcours comptabilité, contrôle de gestion. Et donc là, en fait, c'est vraiment le domaine dans lequel travaille ma mère. Donc je me suis Hmm. dit, bah, je vais partir là-dessus. Je vais aller jusqu'au niveau master. Et comme ça, après, si possible, je voulais aussi passer mes diplômes en parallèle d'expert comptable. Et je voulais vraiment Ok. partir dans la même filière qu'elle. Et je m'étais dit, ben voilà, comme ça, on va pouvoir travailler ensemble, etc. Après, en Hmm. fait, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ma mère, à cette époque-là, on est très proches. Et Hmm. quand je suis adolescente, on n'a pas vraiment cette relation mère-fille. C'est plus en mode on est meilleures amies, quoi. Donc on veut Ok. tout faire ensemble, on faisait des soirées ensemble, enfin voilà, c'est une relation D'accord. très particulière. Donc je pense que ça explique aussi pourquoi je voulais absolument faire pareil et travailler avec elle. Enfin voilà, il y avait Hmm. vraiment cette relation-là où c'était très fusionnel, il fallait qu'on soit tout le temps ensemble. Et ça, avec le temps, cette relation fusionnelle dont tu parles, elle s'est déliée un petit peu. Tu as réussi, entre guillemets, à t'émanciper, même si tu n'étais pas sous l'emprise, hein. Comment tu as senti que c'était le bon moment pour pouvoir prendre ton envol et puis faire ta vie et faire ta carrière et lancer ta carrière? Ben, en fait, c'est pendant mes études, justement. Déjà, j'arrive jusqu'à ma troisième année de licence comptabilité contrôle de gestion. Hmm. Ma L3, je la valide pas. Et là, mon prof de compta, il m'a dit, bah, vous aimez bien la compta, mais la compta vous aime pas. J'ai dit, d'accord, très C'est bien. gentil. Voilà, donc là, je me suis dit, bon, bah, t'es peut-être pas comme ta mère, peut-être qu'il va falloir que tu réfléchisses à une autre orientation. Donc, pour rester dans la même école, je suis allée sur la filière licence 3 management.
de façon Ok. globale. Comme ça, je savais que j'allais voir un peu tout et que j'allais pouvoir affiner pour mon master, parce que là, du coup, en fait, j'avais un projet où c'était tout tracé pour moi, et là, bam, je me prends un mur. Donc, Hmm. il faut réfléchir à, OK, comment tu peux faire différemment. Donc, je pars en management et je découvre un peu toutes les facettes du management et notamment la stratégie d'entreprise que je Mhm. trouve hyper intéressante. Et une des options en Master 2, c'est Business Developer. Donc, Ok. en fait, je pars là-dessus et je me dis, bon, allez, je m'engage sur le master en stratégie des entreprises. Sauf Mhm. que sur ma première année de master, enfin vers la fin, au milieu, il y a eu un événement du coup, parce que là du coup je reparle à mon père à ce moment-là. Donc il y a eu un D'accord. événement au niveau familial qui m'a énormément marqué. Et là, à ce moment-là, je pète un câble. Vraiment, là, c'est trop. J'arrive plus à supporter ce qui se passe. Et Mhm. donc, en fait, là, je fais un mini début de dépression. Donc, D'accord. dans mon comportement, en fait, j'étais très agressive, etc. Et puis, en fait, je voyais que là, les gens, même ma mère, elle me disait, mais là, il faut faire quelque chose, là. Hmm. Tu peux pas vivre comme ça tout le temps. J'étais tout le temps sur la défensive, tout le temps. C'était très compliqué. Tu sentais qu'en fait, il y avait de la colère et fallait que ça sorte. C'était un lien avec le fait que tu reparles à ton père, cet événement-là, ou ça venait Ouais, de d'autres choses? Ouais. En non, fait, tu ouais. as repris contact par toi-même ou tu peux Euh, nous expliquer pourquoi? Alors du coup, en gros, donc au moment du divorce, donc de mes 15 ans jusqu'à mes 18 ans avec mon père, on se parle pas. Pont coupé. D'accord. Et à mes 18 ans, en fait, c'est lui qui refait un pas vers moi. Et donc là, on se reparle, etc. C'est là où j'essaye d'avoir des conversations avec lui, où du coup, il m'explique que non, je me souviens de rien, et machin, ou je confonds, enfin bref. Mais je me dis, bon, tu passes, de toute façon, tu le vois pas hyper souvent. C'est ton père, il t'a quand même éduqué, fait l'effort. Donc Ok. on repart sur cette base-là et jusqu'à mes 23 ans, en fait, je vais le voir, je crois, une fois de temps en temps, un week-end sur deux, même un peu moins, je crois que c'est un week-end par mois ou voilà. Et en fait, c'était sur la période de pas loin du jour de l'an, en fait, sur cette année-là. Et en fait, chez mon père, il y a mon cousin, mon frère et moi. Et donc en fait, on fait soirée, etc. Et en fait, la soirée, elle tourne mal parce que, en fait, là, il s'en prend à moi. Et donc, bon, mon frère me défend. Et donc, enfin, voilà, tu vois, l'histoire, c'est vraiment Hmm. soirée géniale qu'on a passée. Mais donc, moi, du coup, quand j'ai vu les tournures qu'ont pris les choses, je Hmm. crois vers minuit, 1 heure du matin, j'ai dit à mon frère, à mon cousin, on plie les bagages, on se casse Ok. assez rapidement. Et du coup, voilà, j'appelle ma mère, je lui dis voilà, on est parti là. Papa, il va t'appeler, il va te demander où on est. Surtout, tu lui dis pas, parce qu'en fait, en vrai, on n'était pas très très loin de chez lui. Donc, et comme D'accord. il connaissait la personne, je voulais pas en fait qu'il débarque. Voilà. Donc, du coup, voilà. Et en fait, à partir de ce jour-là, là, j'ai coupé les ponts définitivement avec lui. Parce que là, pour moi, en fait, c'était trop. Parce que pour la première fois, il s'en prenait à son fils aussi. Et là, je Hmm. me suis dit, en fait, il n'y a pas de limite. Et il n'y en aura Hmm. jamais. Donc, Hmm. stop. Donc Et, là, à l'heure actuelle, tu n'as plus aucun lien avec lui. non. Non, Ok. plus aucun. Et cet événement-là a, du coup, chamboulé un petit peu ce que tu disais, tes études, enfin, du moins, ton parcours professionnel qui allait démarrer, en fait. C'est ça, c'est ça. En fait, un moment comme ça, il y a forcément ça implique de la remise en question. Déjà, là, comme j'allais pas bien, je me suis dit, j'ai besoin d'aide, donc je suis allée voir un psychothérapeute. Et donc, avec Mhm. le psychothérapeute, qui utisaient des techniques de PNL, donc Mhm. psychologie neurolinguistique. On n'adhère pas, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et en gros, on va dans le passé et on voit les événements qui me font mal, etc., ce qui se passe. Donc, il y avait quand même beaucoup de choses que j'avais accumulées Ouais. depuis le temps. Ça faisait des années, en fait, que j'avais j'avais vécu des moments de souffrance, etc., mais j'en parlais pas et je gardais tout pour moi, je gardais tout sur mes épaules. Et en fait, toute personne humaine ne peut pas garder autant de choses comme ça pour elle, surtout refouler toutes les Ouais. émotions, parce que c'est ce qui se passait. Donc là, j'étais clairement en train d'exploser. Et donc, en fait, de là, avec cette thérapie, il y a eu une grosse remise en question sur ma vie, sur mes Mhm. choix, pourquoi, en fait, je fais tout ça. En gros, la conclusion, c'était que je faisais tout ça pour prouver que j'étais capable d'eux, en fait. Je faisais même pas
tout ça parce que j'aimais faire ça. C'est parce que Ouais. j'avais des choses à prouver. Parce que, en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais des phrases du style, mais de toute façon, t'arriveras jamais à rien, t'es nul en maths, toi, t'as pas d'avenir, ou tu feras un métier de merde, tu vois, des choses comme ça. Là, j'avais besoin de montrer que j'étais capable d'eux. Et en fait, quand tu te rends compte que t'as plus besoin de prouver à qui que ce Ouais. soit et qu'il faut choisir, et en fait, que ce serait bien de faire tes propres choix et des choses que tu aimes, forcément, il y a un moment donné, tu te dis, bon, est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Ouais. Et là, en fait, je me suis dit, peut-être pas. Donc, c'est comme ça que j'ai mis fin, en fait, à mes études de façon volontaire. Mes Ouais. profs, ils m'ont dit, mais si vous voulez, vu le contexte, on peut vous faire redoubler le master, il n'y a pas de souci, on peut faire une exception. En fait, là, je leur ai dit, je suis non, mais là, il y a pas de. Enfin, je pars, quoi. J'arrête ce que Ta je suis en train de décision a faire. été prise. Ouais. Ouais, Ok. ouais, ouais. Et du coup, cette décision prise avec la réflexion et ce que tu avais au fond de toi, hein, tu sentais que c'était le moment, qu'il fallait que tu fasses ça, malgré qu'on te disait de peut-être d'agir différemment. C'est ça. Ben, quelle a été la suite du coup? C'est un choix fort que tu as dû faire et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, professionnellement? Du coup, il a fallu que j'aille chercher un travail parce que, comme je disais, ma mère, elle a son entreprise et en fait, au moment où je fais ça, où je quitte mes études, elle, son entreprise, ça pique du nez. Le business va Hmm. pas fort. En fait, elle perd un de ses plus gros clients et du coup, c'est un peu banqueroute, quoi. Je vois que ma mère, elle est pas bien. Donc là, ma mère fait clairement un burn-out. Donc, D'accord. j'ai ça à gérer, du coup, dans ma En nouvelle plus. vie. Voilà, un vraiment petit coup de déprime. Au final, j'ai ma mère là qui fait un burn-out. Et bon, ce qui peut arriver à n'importe qui, hein. Sachant que c'est quelqu'un qui travaille énormément, donc Hmm. je pense que ça pouvait s'anticiper, clairement. Et en fait, de là, elle m'explique, elle me dit là, il va falloir que tu ailles trouver un travail parce que même si c'est pas ce que tu veux faire et que tu sais pas encore, elle me dit là, je vais pas pouvoir assurer Assumer, ouais. ouais, tout ce qu'il y a à assumer, quoi. Hmm. Et donc, Ok. je me dis, bon, écoute, pense efficace. Je sais que pendant mes études, j'avais fait des études de cas sur différentes entreprises. Donc là, je me suis Ouais. dit, je vais aller chercher un contrat dans la vente. C'est le plus rapide. Je pense que je devrais pouvoir trouver un contrat. Et donc Hmm. là, je vais postuler au village de Marque, qui est pas très loin de chez ma mère. Mhm. Du coup, je vais postuler du coup, dans une marque, dans la marque pour laquelle je Tu travaille travailles. aujourd'hui. Ouais. Hmm. Et en fait, je dépose mon CV et je crois que une demi-heure après, on m'appelle pour passer un entretien. Je passe un entretien Ouais. le lendemain. Hmm. Et en fait, dans la journée où je passe l'entretien, on me dit, c'est bon, on Hmm. vous signe un CDI. J'étais ok, très bien. Ça Les démarre comme choses ça. sont allées très très vite aussi pour ça. Tu as eu la chance, entre guillemets, de pouvoir vite trouver ce travail qu'il fallait, qui était nécessaire en tout cas pour rebondir. Oui. Mais à cette époque-là, tu n'as pas l'idée d'y rester aussi longtemps. Non, non, Ouais. du tout. En fait, quand je postule, je me dis, bon, c'est en attendant de. Pour moi, Hmm. j'imaginais pas du tout une carrière là-dedans. Justement, c'était, au moins j'avais des revenus, comme ça pouvait soulager ma mère. Et moi, ça me laissait du temps pour réfléchir à ce que je pouvais faire ensuite. Donc là, tu es à Toulouse. Ce village de Marque est à côté de Toulouse pour situer. C'est ça. Euh, Tu es vendeuse donc dans ce magasin-là. Et ensuite, petit à petit, tu as forcément aussi dû faire des choix. Comment s'est déroulé ce contrat? Est-ce que tu as été validé? Est-ce que c'était quelque chose qui était plus difficile que ça? Est-ce que toi, tu as dû décider entre rester et partir? Comment tu as vécu tes premières années, tes premiers mois là-bas? En fait, je démarre cette activité. Ça fait un mois que je suis avec mon petit copain de l'époque. Et lui, il vivait sur Marseille. Et, euh, bon, je sais pas, on était fous amoureux à l'époque. Et en fait, se pose la question de est-ce qu'on reste à distance ou est-ce que on n'essaie pas de se rapprocher. Donc lui, en fait, il voulait plutôt venir sur Toulouse parce que on avait le groupe de potes, etc., qui était là. Hmm. Donc c'était mieux s'il pouvait venir sur Toulouse. Mais comme il trouvait pas, je pense que c'était peut-être c'était aux alentours du mois de décembre.
Et il me dit, mais du coup, toi, t'as pas la possibilité de bouger de magasin et de venir sur Marseille? Parce qu'il y a pas des magasins avec ton enseigne. Et il se trouve que si. Et donc, Ouais. j'en parle donc à mon directeur de l'époque que j'aimerais partir sur Marseille. Au final, encore une fois, tout s'est passé très vite. En 15 jours de temps, je pars sur Marseille. Donc, il a Ouais. fallu voilà, que j'annonce à ma mère que j'avais le projet d'aller vivre sur Marseille avec mon petit copain. Et en fait, elle s'était dit, bon, bah, elle va demander, ça va peut-être mettre 3-4 mois, tant qu'elle soit prise, tout ça, donc ça va. Et en fait, je lui dis, non, mais là, dans 15 jours, là, début janvier, je pars. Ouais. Je suis là-bas. Le choc que ça lui a fait. Dure la rupture comme ça avec ta mère pour toi, à vivre aussi? Ouais, ouais, ouais. Hmm. Ça s'est fait petit à petit, mais sur le coup, la rupture a été difficile, Ok. sachant que ça a été assez soudain. Après, bah voilà, en fait, moi, je vivais ma vie, quoi, Hmm. clairement. Mais bon, le jour de mon départ, bon, bah forcément, on a pleuré toutes les deux. Et Ouais. après, en fait, au début, je rentrais une fois par mois. Une fois par mois, Ok. je rentrais sur Toulouse, donc je faisais les allers-retours quand même assez régulièrement. Et après, ça s'est un petit peu estompé. Après, j'y allais de moins en moins, quoi. Donc là, tu pars pour le même poste. Alors, pour donner le contexte, c'est à ce moment-là, du coup, qu'on se rencontre, nous, c'est dans ce magasin à Toulouse, Oui, sur ces premiers mois-là, effectivement, c'est puisqu'on ça. a travaillé ensemble à ce moment-là. Tu t'en vas, tu pars à Marseille, tu pars pour le même poste. Oui, exactement, exactement le même poste. Pas de projet d'évolution où tu commences à avoir un goût te disant pourquoi pas, écoute, je garde la même enseigne, mais je change de ville et pourquoi pas y faire carrière ou pas trop encore. Alors, je pense pas forcément à faire carrière, mais après, je vois que ça bouge pas mal dans le magasin. Déjà, Mm. j'avais vu ça sur le magasin à Toulouse où ça bougeait pas mal, etc. Et où, en fait, finalement, si tu te démarques un peu, on peut penser à toi potentiellement pour une opportunité. Donc, Mm. je me souviens qu'il y avait une des coachs sur Toulouse qui m'avait dit Valériane, si les postes de manager t'intéressent, faut vraiment que tu montres que t'es la meilleure dans le magasin, quoi. Je Mm. dis ok, pas de souci. Cet esprit de compétition, tu l'avais? Oui, après en fait, je l'ai toujours eu un petit peu. Après, c'est pas, je vais pas me mettre À dans une écraser les autres. compétition. Voilà, je vais pas me mettre en Mm. mode compétition malsaine, hein, pas du tout. Bien Mais sûr. par contre, oui, je vais me challenger. Je vais me dire, bah attends, potentiellement, il y a un poste à aller chercher, quoi. Et Mm. effectivement, j'arrive sur le magasin à Marseille et en Ouais. fait, j'apprends que ben, la responsable sur le rayon vêtements va s'en aller en mars. Donc en fait, je sais que dans 3 mois, Trois il y a mois, une ouais. opportunité potentiellement pour se positionner. Je me renseigne sur les conditions pour pouvoir postuler parce que du coup, enfin, voilà, je démarre en septembre et en janvier, je me retrouve sur Marseille. J'apprends qu'en mars, il y a une ouverture de poste. Donc en fait, Ça va vite. ouais, je me dis bon, est-ce que je vais être en, est-ce que je vais faire partie des conditions pour pouvoir me Mm. positionner sur le poste. Et Mm. donc j'apprends qu'il faut avoir 6 mois d'ancienneté, donc bah, du coup c'est bon, je les ai. Mhm. Et juste le temps joue en ma faveur parce que du coup le poste met du temps à s'ouvrir. Donc comme il met du temps à s'ouvrir, j'arrive à faire grandir mes compétences Ouais. pendant cette période-là. Et en fait au moment où il s'ouvre, bah, je me positionne dessus et voilà. Mm. Et tu voilà, tu es prise, il y a pas de doute possible. C'était toi, ils avaient ciblé que c'était ton potentiel et que c'était toi la plus à même de prendre ce poste-là. Ou tu as eu quand même des multiples entretiens, de la concurrence, comment ça s'est Alors, passé? ça n'avait pas été Aussi aussi simple? lisse. Ouais, c'est ça. Euh, En gros, il y a eu un changement de direction dans le D'accord. magasin. Donc, on a fait quand même quelques mois sans directeur, sachant que du coup, il est resté peut-être 3 managers. Donc, en fait, la situation était quand même un peu compliquée. Moi, sur mon rayon, j'étais la seule vendeuse. Donc, en fait, c'est aussi pour ça que je me suis autant développée parce qu'en fait, bah, sur ce rayon-là, tout reposait sur moi. Mm. Euh, et donc, en fait, j'avais une des responsables
du magasin qui a après passé directrice adjointe, qui pour elle, en fait, c'était évident que je passe team leader parce que ben, j'avais fait largement mes preuves, etc. Mais du coup, quand il y a un nouveau directeur qui arrive... Juste pour préciser, Valériane, team leader, du coup, c'est le premier Ah oui, pardon. échelon de manager dans C'est l'enseigne ça. où on a travaillé, hein. C'est ça. Ok. Premier poste de manager. Oui, c'est ça, pardon. J'essaye de faire super attention Je à mes sais, mots, etc. Mais là, même c'est encore 3 ans après, je c'est suis parti. aussi dans les mêmes cas. Ok, donc team lead. Ouais, en gros, ben voilà, le nouveau directeur arrive en magasin et donc en fait, le ton est un peu donné. C'est pas, il procède pas du tout de la même façon que l'ancien directeur. Donc là, moi, je vais le voir tout de suite et je lui explique que voilà, j'ai certains intérêts ben, pour cette position-là. Euh, je lui explique tout ce que j'ai fait, etc. en magasin. Et sur le coup, il est très dur avec moi. Il me dit, écoute, Valériane, aujourd'hui, effectivement, je sais que tu es là en magasin parce que le magasin, il est nickel. Et je vois que tu fais ton travail, mais il me dit, en fait, au niveau de l'équipe, pour moi, t'es pas vraiment présente et je t'entends pas. T'es pas Ouais, visible. Donc il me dit, moi, je mettrai pas 1 euro sur toi pour l'instant, c'est hors de question, quoi. ok. Ça, c'est Donc une phrase. ça, faut l'accepter, ouais. Ouais, c'est une phrase qui a été très dure, mais au Mm. final, moi, j'ai ce caractère où, ah, tu me dis que je suis pas capable, tu vois. Et Et tu du vas coup, prouver l'inverse. ouais, et donc là, Mm. je me suis défoncée, je suis restée focus sur mon travail, parce que du coup, dans le magasin, j'étais pas la seule à convoiter ce poste, Ce donc poste. voilà, il y avait quand même des jalousies, etc. Voilà, dès que j'étais mise en avant, je voyais qu'il y en a qui grinçaient un peu des dents, etc. Mm. Mm. Mais bon, après, c'est la vie. Moi, je suis restée focus sur mon travail, j'ai fait mes preuves. Et au final, ben, tout ce qu'il m'avait demandé de travailler, je l'ai travaillé en très peu de temps. Et Ok. donc, bah, finalement, en très peu de temps, c'est devenu aussi une évidence pour lui. Et donc, bah, j'ai finalement quand même eu le poste après les entretiens, etc. Ok. Et du coup, donc là, il se lance du coup cette nouvelle carrière à ce premier step, ce premier poste de manager. C'est ça. Tu y restes, alors tu vas nous dire un peu, mais tu y restes quelques temps et Ouais. tu commences à te spécialiser sur un domaine particulièrement magasin qui s'appelle donc le merch, le visual merchandising, pardon. Yes. C'est quelque chose qui peut-être libère un peu ton esprit créatif et artistique, on Complètement. va dire. Ouais. Ouais, complètement. Justement, en fait, la vente en elle-même, bah, ça me plaisait beaucoup. J'aimais beaucoup le contact client, etc. Et pour la petite histoire, bah, en fait, à la base, j'étais beaucoup plus à l'aise avec les chaussures parce que comme je faisais un peu de course à pied, etc. Pour moi, Mm. c'était plus évident de travailler sur le domaine de la chaussure que sur le domaine du textile. Mm. Et bah, au cours de mon cursus, justement, dans l'entreprise. Quand j'arrive sur le magasin de Marseille où j'ai la responsable du rayon textile qui s'en va, Mm. elle me forme un petit peu justement sur le visual merchandising. Euh, Au début, bon, faut comprendre cet aspect marketing. Et aussi, il y a les standards qui sont imposés par l'entreprise, donc il faut aussi y coller. Donc voilà, je Mm. découvre un peu un monde où on se casse un peu la tête quand même. Et sauf que ben, moi, en fait, la stimulation intellectuelle, etc., ben, enfin, j'aime beaucoup. Donc là, en fait, je me passionne vraiment pour le truc. Mm. Euh, et en fait, de moi-même, je vais demander de la documentation. De moi-même, en fait, je vais sur le site de l'entreprise et je télécharge tous les trucs que je peux télécharger pour comprendre beaucoup plus que ce qu'on m'a expliqué. Comment en fait on peut avoir un réel impact sur le business, etc. C'est Ouais. vraiment les prémices. Sauf que tous les mois, en fait, on envoie des récaps photos au siège et la responsable du visual merchandising France s'aperçoit que les photos sur mon magasin changent. Donc, Mm. et sont de plus en plus qualitatives. Donc, en fait, elle est venue directement au magasin pour voir un petit peu qui gérait le visual merchandising depuis que l'ancienne responsable était partie. Ok. Et donc, c'est là où je l'ai rencontrée et elle a vu mon potentiel, je pense. Et donc, en fait, après, elle m'a booké sur des formations sur le visual merchandising. Quand elle venait, je lui posais énormément de questions et du coup, en fait, elle était là au moins une fois par mois. Mm. Et après, il y a eu un autre responsable visual merchandising qui allait s'occuper essentiellement de France Sud et elle, comme ça, elle pouvait rester plus sur le Nord et Paris. Et Mm. donc lui, par contre, bah, il prend son relais et là, lui, il est là toutes les semaines. Toutes les semaines, il est là en D'accord. magasin avec moi. Donc Ok. là, sur ce domaine-là,
ça s'accélère énormément, ouais. Ouais, tu commences à te spécialiser énormément sur ce poste-là et sur ce domaine-là. Euh, et la suite, après, du coup, va t'amener à aller de plus en plus vers cette spécialisation Oui. dans les magasins en soi. Et tu évolues petit à petit sur des steps, sur des postes, pardon, tournés vers ça. Oui, c'est ça. Et du Ok. coup, je fais déjà pas mal de refit et d'opening, donc des ouvertures de magasins, pour faire les nouveaux agencements, etc. J'essaie d'expliquer du coup pour ceux Mhm. qui savent pas ce que c'est des ouvertures. Euh, donc, je suis bookée là-dessus. Donc là, tu prends clairement 10 ans d'expérience parce que en fait, tu as 10 jours pour monter le magasin de A à Z et c'est hyper intense, hyper challengeant. Ouais. Donc, tu apprends énormément sur toi et aussi sur euh, ton travail, en fait, les standards, etc. Là, tu vois tout de A jusqu'à Z et en fait, dans la minutie du détail, parce que comme il y a des Ah oui, photos, oui. là, il faut vraiment que le résultat il soit hyper qualitatif. Donc, c'est un autre travail que le travail que tu fais au quotidien en magasin. Ça, moi, j'adore aussi et ça me stimule beaucoup. Et Mhm. après, effectivement, je vais continuer à évoluer sur d'autres postes supérieurs, donc responsable de rayon, où je garde en fait cette étiquette, on va dire, visual merchandising, et où là, du coup, je commence à intervenir dans d'autres magasins que le mien, et où aussi je viens en tant que formatrice dans les groupes de formation, visual Mhm. merchandising, etc. Donc, on voit vraiment une évolution Mhm. à ce niveau-là. Tu apprends du coup petit à petit, toujours dans la même enseigne. Hein. Tu es après des décisions de quitter le magasin de Toulouse, d'aller à Marseille. Tu apprends aussi sur le tas, ben, du coup, des choses que tu n'avais pas forcément prévues. Et puis, ben, l'évolution continue et du coup, tu arrives même à partir sur un poste encore plus haut puisque tu deviens directrice adjointe de magasin un petit peu plus tard. Ça t'amène petit à petit à aller vers ben, la finalité de ton poste aujourd'hui qui est de directrice magasin. Oui, c'est ça. Et de ce poste de directrice adjointe, tu es dans le même magasin, tu as quitté le magasin. Comment ça s'est passé cette évolution? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Marseille, j'y suis restée 4 ans. Après, j'ai redéménagé sur Toulouse. Et en fait, pour le poste de directrice adjointe, du coup, j'ai fait Toulouse-Avignon. Et donc, sur Toulouse, j'étais responsable de rayon. Et en fait, j'avais même pas prévu, c'est ça qui est ça le plus dingue, c'est que j'avais même pas prévu d'être directrice adjointe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le poste que je convoitais vraiment, c'était Mhm. le poste en fait de mon responsable visual merchandising France Sud, France Nord. Voilà, moi c'était ce Ok. poste-là que je visais et je pense que dans ma tête, j'étais prête à rester responsable de rayon jusqu'à ce que le poste se libère. Ok. Et après, j'ai eu un super directeur qui m'a un peu ouvert les yeux et qui m'a dit, oui, mais Valériane, avec les capacités que tu as, etc., c'est dommage de rester sur un poste et de stagner parce que, en fait, le poste que tu convoites, ben, il est toujours pas disponible ou toujours pas ouvert. Il me dit, voilà, tu sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir avoir l'opportunité de, donc pourquoi te bloquer dans ton évolution? Mhm. Ce qui est très vrai au final. Et en fait, sur ce magasin d'Avignon, la directrice a du mal à trouver justement un bon profil. Et donc, mon responsable visuel merchandising me parle de cette opportunité-là et me dit, tu sais, je pense que tu as les capacités pour, pour ce poste-là. Tu devrais en parler avec ton directeur et ton directeur adjoint. Mais moi, je pense que ce serait une bonne idée que tu prennes ce poste. Et sur le coup, je me Ok. dis, bon, bah, ok, j'avais pas forcément réfléchi à ça, mais why not? Après, bah, j'en parle du coup à mon directeur adjoint, et ils sont d'accord avec ce projet. Et ils me disent, mais oui, mais complètement, il faut que tu te lances, etc. Tu fais le bon choix. Donc, bon, bah, je me dis, allez, go. Faut savoir aussi que là, niveau perso, de nouveau, ça va pas parce que je suis en pleine rupture. J'ai fait 6 ans de relation, du coup, avec mon copain avec qui j'étais partie vivre sur Marseille. Mhm. Ouais. Donc, 6 ans de relation qui se terminent à ce moment-là. Là, il y a un poste à prendre sur Avignon. Et là, en fait, je me dis, bon, c'est peut-être pas pour rien qu'il y a cette Ouais. ouverture de poste et qu'on te pousse à postuler dessus. Donc,
juste fais les entretiens, saisis l'opportunité, tu vois ce que ça donne. De toute façon, comme en fait, j'avais pas forcément pensé à cette option-là, bah, t'es prise, c'est super cool. Et puis si t'es pas prise, bah, c'est pas grave, tu continues ce que tu fais et que t'aimes bien faire. Et voilà, et en fait, je passe les entretiens, j'ai 2 entretiens et c'est un succès. Et donc voilà, je me retrouve à Avignon À Avignon, du à faire coup. une nouvelle vie. Donc là, quelle année on est à Avignon? Excellente question. Je suis arrivée à Avignon en 2023. Ouais, c'est ça. Donc on est 2 ans plus tard Ouais, et tu es maintenant directrice de magasin à Bayonne. c'est Cette ça. dernière étape, si tu peux nous la résumer rapidement, comment elle se présente à toi, puisque bon, tu viens juste d'arriver à Bayonne, enfin à Avignon, pardon. Oui. Et puis au final, très très vite, il y a une autre opportunité qui arrive. Mmh, donc en gros, pour résumer, quand j'arrive sur Avignon, ma directrice, elle me dit, «Je vais faire en sorte qu'en 1 an, tu sois prête pour, passer directrice». Mm. Et dans ma tête, je me dis, waouh, c'est quand même un gros challenge parce que c'est quand même assez rare de voir quelqu'un faire à peine 1 an sur un poste et partir sur un autre. Et donc je la regarde, je lui dis, écoute, moi ça me va parce que je suis quelqu'un en fait qui aime avancer vite et voilà, typiquement qui a faim. Tu vois, genre Ouais. tu me donnes ce qu'il y a et vraiment je fais ce qu'il faut et je- voilà, je me défonce un peu aussi au travail, donc, comme ma mère. Mhm. Et donc je me dis, bon, bah, ça va être challengeant, mais ouais, why not, on tente le coup. Et effectivement, du coup, 1 an et demi après, je pars sur Bayonne. Ouais. Il se trouve en fait qu'il y a eu aussi des opportunités, plusieurs opportunités, donc j'ai eu l'occasion de passer plusieurs entretiens. Et donc, bah, forcément, là, pour celui-ci, ça l'a fait. Tu clôt, tu boucles un peu la boucle, hein, tu démarres tout en bas et puis tu montes les échelons les uns après les autres, tu saisis les opportunités avec le recul. Qu'est-ce que tu analyses de ce parcours professionnel quels sont les choix forts que tu as dû faire et dont tu es fier et quelles sont tes fiertés en tant que manager maintenant au fur et à mesure de toutes ces années de parcours pro qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Qu'est-ce qui t'épanouit dans le management? Ce qui m'épanouit dans le management, c'est vraiment en fait de voir les autres réussir. Ça, Mm. c'est, je pense que c'est une des plus belles récompenses quand on est un manager. C'est bah, ouais, de voir toute l'énergie qu'on a mis sur certaines personnes bah, qui payent finalement. Donc, Mm. leurs victoires bah, deviennent les nôtres. Et ça, en fait, ça a toujours été. Et justement, bah, avec du recul, c'est le visual merchandising pour lequel j'ai été pris de passion, en fait, qui m'a permis de développer ces compétences-là. Parce que du coup, sur ce domaine-là, il faut accompagner les gens, il faut les former, il faut leur expliquer. Et donc, en fait, ça a été vraiment le commencement de tout sur mes compétences managériales. Après, le plus challengeant, surtout quand j'étais plus jeune et au début de ma carrière, Mm. c'est vraiment gérer, prendre sur soi, savoir prendre sur Ouais, soi et savoir faire passer les bons messages avec tact et ouais. délicatesse. Ça, je pense que quand on est nouveau manager, c'est vraiment très très difficile. Il y a des moments, c'est vraiment compliqué, mais ça se travaille. Et Mm. au plus, en fait, on essaye de trouver des façons de dire les choses de la bonne façon et surtout d'accompagner les gens. En fait, à partir du moment où on est dans cette optique d'accompagnement et de développement, bah, du coup, Mm. le management, il est beaucoup plus facile. Et Ouais. la relation avec l'équipe aussi, elle change. Effectivement, et en plus maintenant en 2025, c'est encore plus important qu'à l'époque où on est rentré dans la boîte, hein. Oui, Toi, tu es rentré un petit peu après moi, mais effectivement, dans le monde du travail, c'était pas le même monde du travail que maintenant, et c'est vrai que l'aspect de développer les gens maintenant, de leur faire confiance, de les faire grandir et de s'épanouir en faisant ça, c'est un beau projet et c'est quelque chose qui est très recherché en entreprise. Tu avais aussi un côté où tu as voulu montrer que la femme qui était en toi pouvait réussir aussi au fur et à mesure de sa carrière. oui, bah, après forcément, ça reste, un gros sujet. Après, beh, dans l'entreprise dans laquelle j'ai évolué, je pense que je suis contente d'être dans cette entreprise-là parce que, il y a jamais eu de frein au final, sur mon évolution. Mm. Ça a été vraiment enfin, c'est vraiment au mérite donc au plus tu vas bosser, au plus tu vas te donner et au plus tu fais tes preuves, bah, du coup, au plus tu as des chances, d'évoluer. Après, en fait, dans tout parcours professionnel, il faut être conscient que rien n'arrive par hasard et ça n'arrive pas avec un minimum d'effort.
Hmm. Il faut se démarquer. Donc, voilà, il faut amener sa valeur ajoutée à l'entreprise et il faut déjà bien se connaître et savoir qu'est-ce qu'on apporte justement à l'entreprise. À l'entreprise. Ouais. Super. Ok Valériane, ben merci pour ce parcours très détaillé et très sincère aussi. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Enfin moi en tout cas, ben, depuis le temps que je te connais, même si dernièrement on s'est un peu perdu de vue, ben, il y a une énorme évolution entre la Valériane que j'ai connue athlète, enfin vendeuse à Toulouse et celle qui est directrice maintenant à Bayonne. Je pense qu'on ne peut pas parler de toi sans forcément parler de sport. Il y a un aspect important dans ta vie, c'est cette pratique sportive. Alors, tu en as parlé un petit peu au début avec la pole dance. Oui. Euh, il y a d'autres sports qui se sont rajoutés au fur et à mesure de ta carrière et de ta vie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça et nous dire ben, qu'est-ce que ça te procure et qu'est-ce que ça t'a amené intérieurement de pratiquer autant de sports? Oui, bien sûr. Alors effectivement, je fais de la pole dance. En même temps que la pole dance, j'ai commencé le crossfit et la course à pied, pardon. Mhm. Donc, depuis que j'ai quasiment 20 ans, là, je me suis mise à pratiquer une activité sportive de façon régulière en ayant des objectifs parce que du coup, ça fait la différence aussi d'avoir des objectifs dans sa pratique. Et plus récemment, maintenant, je fais aussi de l'Aerox. Voilà, ce que j'aime bien en fait dans le sport, c'est ce côté challengeant où on va se dépasser. C'est vraiment le dépassement de soi que je recherche. Toujours pousser mes limites pour voir voilà jusqu'où je suis capable d'aller. Après, j'y vais comme tout le monde, hein, step by step. Mais c'est hyper intéressant en fait de voir justement le résultat de sa course ou le résultat de sa compétition, d'analyser là où on était bon, là où on était moins bon, et ensuite de se faire un plan d'action et d'aller justement chercher peut-être les petites choses qui manquent pour pouvoir faire un meilleur temps ou pour pouvoir être plus à l'aise. Tu as touché à trois sports qui sont quand même on va pas dire à la mode, mais bon, on en entend beaucoup parler, honnêtement. La pole dance, ça s'est démocratisé énormément sur ces dernières années. Ouais. Du moins, les femmes, en tout cas, ont de plus en plus de facilité à faire ce sport-là, alors que peut-être avant, elles se sentaient un peu plus jugées. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi où ça s'est démystifié et ça va dans le bon sens. Après, tu as parlé aussi de CrossFit et d'Aerox. Bon, là aussi, on est sur deux sports qui sont très hype en ce moment. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les différences entre CrossFit et Aerox et nous dire en gros pourquoi tu es parti sur l'Aerox alors que tu étais déjà bien engagé dans d'autres sports? Le CrossFit, c'est vraiment un mélange de plusieurs disciplines. On va retrouver des mouvements de gym, des mouvements d'haltérophilie. On va aussi retrouver des mouvements de fitness, style les burpees, etc. La pratique du CrossFit, elle va être dans l'intensité. Elle n'est pas forcément dans l'endurance. Généralement, quand on travaille sur des WOD, Workout of the Day. Donc, c'est les exercices du jour qu'on a à faire. Ce sont des formats qui sont plutôt courts. On est souvent entre 10 et 20 minutes d'effort. Parfois, ça peut aller plus loin, mais c'est vraiment assez rare pour le CrossFit. Alors que l'Aerox, c'est complètement différent. Déjà, c'est beaucoup moins technique que le CrossFit. Les mouvements qu'on fait sur une compétition Aerox, c'est pas technique, donc c'est vraiment accessible à tous. Et après, il y a quand même ce mélange justement d'ateliers fitness, cardio avec de la course à pied. Donc là, on est sur un mix. Et là, je dirais que en fait, c'est plutôt sur l'endurance, l'Aerox, que ça se joue plus que sur l'intensité en fait. Tu as un exemple de séance ou de compétition d'Aerox en gros pour essayer de bien expliquer comment ça se structure? Les compétitions Aerox, en fait, c'est toujours le même format pour l'instant. Tu as 1 kilomètre de course et ensuite 8 stations, donc 8 exercices différents. Et à chaque fois, 1 kilomètre de course. Donc, à chaque fois, tu alternes en fait entre ta course à pied et tes exercices. Ok. Donc, après, je sais pas si tu veux que je détaille
les stations. Oui, tu peux nous donner un petit peu d'idée, effectivement, de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces stations-là? Pour la première station, on commence par ce qu'on appelle le ski erg. Donc, c'est une machine où en fait on vient tirer les poignées comme si on faisait du ski. Ok, On a 1000 mètres à faire. ok. Ensuite, ouais, costaud. Ouais, très Ensuite, costaud. deuxième station, c'est ce qu'on appelle le sled push. Donc en fait, c'est un traîneau avec du poids dessus qu'on va pousser. Et Ok, donc là, le poids, il varie en fonction de si on est un homme ou une femme, si on est en catégorie pro ou en catégorie normale. Voilà. ok. Ensuite, la troisième station, c'est le sled pull. Donc là, on va tirer le traîneau. Et pareil, pour les poids, ça varie en fonction de notre genre et de la catégorie dans laquelle on est inscrit. Mhm. Quatrième station, c'est ce qu'on appelle les burpees broad jump. Donc là, en fait, bon, pour ceux qui connaissent les burpees, c'est une espèce de pompe sautée. Et là, au lieu de juste faire un simple saut, on va sauter vers l'avant. Et donc là, on a 50 mètres à faire. Donc, faut trouver son rythme pour D'accord. pouvoir... parce que le fait de monter, descendre, c'est vraiment très exigeant pour le corps. Épuisant. Ouais. Ouais. Ensuite, cinquième station, c'est le rameur. Donc là, je pense que tout le monde sait ce que c'est. On a 1000 mètres à faire. Sixième station, c'est ce qu'on appelle les farmer carry. Donc en fait, on a 2 gros poids dans les mains. Pareil, le poids varie en fonction de notre genre. Et on a 200 mètres à faire. D'accord. Voilà. Ok. Et ensuite, septième, tu as les sandbags, les lunges. Donc, c'est les fentes marchées avec un poids sur le dos qui varie soit 10 pour les femmes, soit 20 pour les hommes. Et le dernier exercice, c'est les 100 wall balls. Donc, c'est la balle avec le poids à l'intérieur. Et en fait, Mhm. on doit faire 100 répétitions. Et ça, c'est le finish. Ok. Oui, donc c'est très très exigeant et il faut vraiment gérer son effort en fait, hein. Comme tu disais, c'est de l'endurance, c'est pas Exactement. partir à fond parce que sinon on explose quoi en plein milieu. C'est exactement ça. Le sport en général, t'as toujours suivi. Toi, ça t'a permis quoi par rapport à tout ça? Qu'est-ce que ça t'a permis en fait? C'est un équilibre, c'est à la fois un moment où tu te challenges, c'est un moment qu'à toi, c'est quoi? C'est faire de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres. Qu'est-ce qui ça t'apporte tout ça? Ben, en fait, c'est un tout. Le sport, dans un premier temps, ça m'a permis de m'apporter justement un équilibre dans ma Mm. vie personnelle. Parce que du coup, tu dois t'organiser, il faut que tu manges bien parce que sinon tu es fatigué. Euh, voilà, ça crée un environnement autour de toi dans ta vie personnelle. Mm. Ça te fait créer beaucoup de changements. Et c'est ça que je recherchais pour avoir justement un style de vie plus équilibré dans un Mhm. premier temps. Et après, effectivement, il y a la sphère sociale. Comme je suis quelqu'un qui déménage beaucoup, Ouais. quand je change de ville, le fait de m'inscrire à une salle de CrossFit, le fait de m'inscrire à une école de pole dance, d'aller courir, de faire des courses, mais en fait, je rencontre énormément de gens en Ouais. dehors de mon travail et ça me permet quand même de créer du lien social et voilà, d'avoir une vie autre que mon travail. Mm. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est comme ça que j'ai rencontré mon copain actuel dans ma Mm. box de CrossFit dans laquelle j'étais à Avignon. Ok. Oui, donc c'est quand même quelque chose qui t'a apporté beaucoup plus que juste le fait de faire une séance de sport. Tu t'es challengé, tu as rencontré ton copain, tu as repoussé tes limites, tu t'es découverte aussi sur pas mal de choses et bon, ça n'a pas l'air d'être terminé cette histoire avec ce que tu nous dis. Pas Tu du vas tout. encore trouver des nouveaux sports, tu vas peut-être redéménager aussi, on ne sait pas. Ouais, alors ça, on sait pas. Mais ouais, en fait, c'est ça, Ouais. on se challenge tout le temps. Super. Bon, t'as fait un état des lieux de tout ça, de ton enfance, de ta scolarité, des problématiques que tu as pu avoir, hein, qui étaient familiales et qui ont été très touchantes pour toi. Après, tu es allé sur ton terrain professionnel, le terrain sportif, cet équilibre-là. Quand tu racontes tout ça, là, ça fait une heure à peu près qu'on discute. Comment tu analyses tout ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que tu aurais imaginé ça il y a 10 ans ou plus? Alors, pas du tout. Mm. Déjà, si je dois faire le lien avec le sport, moi, quand j'étais au collège, même si je faisais du sport à l'extérieur, j'avais vraiment du mal, en fait, justement,
sur le sport. J'avais peu d'attrait sur certaines activités. Donc, le fait qu'aujourd'hui, je sois là à me challenger, à multiplier les disciplines, c'est quelque chose que non, j'aurais pas forcément imaginé, ou même que les personnes qui me connaissent bien n'auraient pas imaginé. Après, si je dois prendre du recul sur tout ce qui s'est passé dans ma vie et dans le côté perso et dans le côté pro, finalement, ce qui m'est arrivé dans mon personnel, même s'il y a eu des moments où c'était difficile, quelque part, ça m'a forgé. Donc, j'ai une certaine forme de reconnaissance, en fait, pour ce que j'ai vécu dans mon passé, parce que je sais que j'ai une histoire un petit peu atypique. Mais en fait, je me suis construite autour de ça, et c'est ce qui a vraiment fait ma force. Et aujourd'hui, dans le milieu professionnel, si je suis aussi résiliente, si je lâche pas, si, en fait, quand on va faire un feedback peut-être qui va heurter la plupart des gens, moi je vais me dire non mais t'inquiète pas, tu vas voir. Je pense que c'est ça, parce que comme j'ai eu à, on va dire, me battre dans mon passé, en fait aujourd'hui un obstacle pour moi c'est pas un obstacle. Quand tu vois tout ça avec donc tout cet aspect-là, tu disais que tu as pris des décisions aussi qui sont allées à l'encontre de ce que ton entourage pouvait dire à certains moments. Tu t'es écouté. Tu as toujours réussi à assumer toutes tes positions. Est-ce que tu as une phrase qui te revient et qui te décrirait à l'heure actuelle, ou que tu gardes en tête H24? Ouais, du coup c'est une phrase en anglais. Oui, bon. Oui, bon. On s'en doute. Pour ceux qui te connaissent, ils s'en doutent. Ouais. Désolée pour l'accent du coup. En gros, cette phrase c'est No matter what is going on, I never give up. Peu importe ce qui se passe, ne lâche jamais. Donc ça c'est vraiment, cette phrase elle me caractérise énormément. Ok. Et tu la martèles toi au quotidien, quand ça va pas, tu te dis ça à chaque fois? En fait, si tu veux, c'est quelque chose qui est accroché devant mon lit. Donc en fait, quand je me réveille et avant de me coucher, c'est ce que je vois. Donc constamment, c'est quelque chose qui te pousse avant de t'endormir, ou qui te pousse le matin à te motiver et à te lever pour une nouvelle journée. Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot plus orienté sur ceux qui vont nous écouter, et un dernier conseil pour tous ceux qui vont écouter cet épisode-là, quelque chose que tu veux vraiment leur partager pour leur donner de la force ou de l'inspiration? Oui, déjà, pour faire référence à ce que tu disais tout à l'heure, où effectivement j'ai dû assumer des choix et des positions lorsque mon entourage n'était pas forcément d'accord avec moi ou ne comprenait pas mes choix. En fait, c'est vraiment tous les changements qui doivent arriver doivent provenir de vous, et se faire confiance en fait quand on sent que c'est pas la bonne direction, ou quand là on sent que c'est la bonne direction, et que même si tout paraît pas très clair sur l'instant T, faites-vous confiance et allez-y. Il faut oser en fait par moment, on va dire, décevoir son entourage. Quand on sait que c'est quelque chose qui est fait pour nous ou qui est bon pour nous, il faut savoir en fait se dire mais là ça résonne en moi, donc je vais le faire, tant pis, c'est pas grave. Peu importe les conséquences. Oui, pour toi, il faut vraiment s'écouter, puiser au plus profond de soi ce qu'on a comme intuition, comme ambition, comme envie, et puis l'écouter et oser prendre le risque de changer sa vie, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, il faut prendre en considération que tout choix qu'on va faire va apporter de la critique, et que les personnes les plus proches de nous et celles qui sont les plus bienveillantes, même si elles comprennent pas toujours nos choix, elles nous soutiendront toujours. Donc quelqu'un qui abandonne son soutien sur une décision, un choix, finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle que vous vous en sépariez assez rapidement. Super Valériane, merci en tout cas pour le partage de ton expérience et de tout ça. C'était vraiment un plaisir de voir toute ton évolution depuis ces toutes premières années où on s'est connus au Village des Marques à Toulouse. On te souhaite bien entendu tout le meilleur pour la suite. Et puis merci encore. Plein de belles choses à Bayonne. Et on espère te retrouver. Peut-être, on ne sait jamais, pour un prochain épisode où tu vas nous parler vraiment Aerox, CrossFit, trail, natation, pole dance, tout en détail. Et tu vas devenir peut-être une experte dans tous ces sports-là. On ne sait pas. Merci à toi en tout cas. Merci. Et puis on se retrouve très très vite dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Mot pour Mot. Continue à partager
et à mettre en avant le podcast. Et merci pour tous ceux qui le font déjà. Merci Valériane, à très vite. À très vite.